Ce sera le 17 mars sur France 2 en prime time. Un nouveau jeu, Zone Extrême. En fait, c'est un documentaire de Christophe Nick qui met en scène un faux jeu pour dénoncer le pouvoir de la télévision et ses dérives. Un jeu pour savoir jusqu'où peut aller la télé-réalité. Des vrais candidats se voient imposer par une animatrice d'envoyer de fausses décharges électriques à un cobaye sans savoir qu'il s'agit d'un comédien. C'est inhumain. 81% des participants obéissent et iront jusqu'au bout, c'est-à-dire une décharge électrique mortelle de 480 volts. Attention parce que le choc, là, si tu te trompes, il va être très fort. Une conclusion qui fait froid dans le dos et qui montre que la télévision peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Jean-Paul, j'y vais pour 180 volts, bon courage. Aïe! Putain! Bon, j'arrête là, ça me fait plus rire. Excusez-moi, mais je crois qu'il vous a parlé, le monsieur. Je crois qu'il a envie d'arrêter, là. Question suivante. Je crois qu'il a dit qu'il voulait arrêter. Vous ne laissez pas impressionner, il faut continuer. Bon, alors, continuons. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise réponse, c'est le... Donc, c'était domestique. Je suis désolée, je vais envoyer une décharge donc de 200 volts. Bon, là, ça suffit, là. Vous avez compris? Je rigole plus, là. Pour dénoncer l'obéissance aveugle au pouvoir de la télévision, le réalisateur s'est inspiré d'une expérience d'un chercheur en psychologie américain, Stanley Milgram, menée en 1963. À cette époque, et sous l'autorité scientifique de la blouse blanche, 62% des candidats avaient accepté de donner la mort. 50 ans plus tard, dans une émission de télé, ce sont 8 candidats sur 10 qui ont obéi. La télévision surpasserait donc l'autorité scientifique. La télévision nous ramène à un état de foule. Individuellement, on serait capable de se dire il n'en est pas question, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis quand tout le monde le fait, et que l'autorité, on l'a vu, le prescrit, mais le fait que les autres le font aussi est un élément très important. Et on sait que les foules sont capables du lynchage, du meurtre. Les jeux de télé-réalité sont à travers le monde de plus en plus trash. Au Japon, aux États-Unis, on humilie quotidiennement. De la télé-poubelle qui marche. En France, on est encore plutôt épargné par ce genre de programme. Et plus c'est trash, plus ça marche. Alors ça, c'est sûr et certain. Secret Story en France le prouve, c'est-à-dire que plus vous avez du sexe, plus vous parlez de fric, et ben forcément, les audiences sont là. Donc, évidemment, les producteurs vont continuer à aller dans ce sens-là, avec toujours... Il y a encore quand même une retenue en France qui fait qu'on arrive à ne pas avoir des produits trop trash. De toute façon, les garde-fous, qu'ils soient législatifs ou du CSA, qui n'a qu'un avis que consultatif, pour l'instant, nous protègent de ces télé-réalités-là. Regarder la télévision est devenue la deuxième activité des Français après le sommeil. La petite lucarne est-elle une nouvelle dictature morale ? Le documentaire de Christophe Nick nous dérange car il nous interpelle. Un effet miroir qui nous interroge sur notre intime, sur notre propre relation à l'obéissance et à la soumission. Christophe Nick, Jean-Louis Missika, bonsoir. Nous venons voir un sujet de Christophe Kulikowski à propos d'un documentaire, Le jeu de la mort, que vous avez réalisé, qui a suscité une certaine polémique et qui pose la question, très clairement et tout de suite, de savoir jusqu'où la télévision peut-elle nous manipuler. Alors j'ai souhaité en parler avec vous ce soir, bien sûr avec vous Christophe Nick, qui est réalisateur de ces documentaires. L'auteur-producteur. L'auteur-producteur, voilà, de ces documentaires. Alors, je vais annoncer tout de suite parce que je conseille à tout le monde de regarder. C'est le 17 et 18 mars sur France 2. Ces deux documentaires, Le jeu de la mort, nous allons en parler, et Le temps de cerveau disponible. Tout le monde connaît cette expression de Monsieur Lelay. Et vous avez réalisé, à partir de cette expérience, seul face à un pouvoir, l'individu est l'être le plus manipulable, donc le plus obéissant. C'est l'expérience extrême qui va au-delà simplement du compte-rendu de cette expérience et qui réfléchit sur la manipulation en général dans notre société. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus vaste. Et vous, Jean-Louis Missika, vous êtes sociologue des médias et vous avez publié en 2006 La fin de la télévision au seuil. Alors je vais vous poser une question tout de suite que pose le jeu de la mort. Est-ce que la télévision peut nous transformer en bourreaux ? Je crois que le documentaire le montre d'un certain point de vue. Le documentaire est une reproduction d'une expérience très très connue qui s'appelle l'expérience de Milgram.
Et simplement, ce qu'ont fait les auteurs de ce documentaire, c'est qu'ils ont, au lieu de mettre la science comme autorité qui donne les ordres, ils ont mis la télévision, je dirais même plus que ou moins que la télévision, un jeu de télé-réalité. Et le résultat est assez stupéfiant, puisque 8 cobayes, 8 joueurs sur 10 vont jusqu'au bout de l'expérience, qui est une expérience de torture. Quand vous avez décidé de faire ce documentaire, de reproduire cette expérience, est-ce que vous avez l'idée des résultats que vous avez obtenus? Non. Non, mais par contre, l'idée, elle était venue en regardant TF1. Voilà. Oui. Donc je suis tombé, c'était comme tout le monde, au début des années 2000, sur une émission qui s'appelle Le Maillon Faible, voilà, où tout d'un coup, on voyait une animatrice capot, quoi, et qui donne des ordres aux gens de se comporter comme des salauds vis-à-vis de quelqu'un, d'en l'éliminer un, et celui qui sera le plus salaud malin, on va dire, va gagner. Voilà. Et le discours que tenait cette animatrice aux gens était tellement sadique. En fait, c'est plus le scientifique auquel on obéirait aujourd'hui, c'est à une animatrice. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'au fond, l'expérience de Milgram est un espèce d'étalon. Elle a été reproduite 20 fois sur Terre, depuis 40 ans, sur plus de 3000 personnes. On sait que, grosso modo, 2 personnes sur 3 se soumettent à des ordres abjects venant d'une autorité légitime, qui est le scientifique. Reconnu comme tel, oui. Bah là, si on transpose en étant extrêmement rigoureux, la seule variable étant que c'est un plateau télé et pas une salle d'université, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Jean-Loup Messika, oui. Parce que je crois que dès le début, et vous le dites et vous l'avez dit dans la presse, il faut quand même revenir sur ce qui pourrait être un biais méthodologique, à savoir que cette expérience est présentée comme un jeu, ce qui change peut-être le paradigme, non? C'est-à-dire que quand on écoute ce que disent les gens qui ont participé à l'expérience, comment ils rationalisent à la fin de l'émission la raison pour laquelle ils sont allés jusqu'au bout. Vous avez toute une série de gens qui disent oui, mais nous, on a obéi parce qu'on savait que c'était un jeu. Oui. Alors, vos spécialistes disent que c'est une forme de rationalisation. C'est certainement une forme de rationalisation. Mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée que sur un plateau de télé, la torture, peut-être que... Mais en même temps, bon, ça ne prouve rien. Non, vous avez raison. La dimension du jeu, je pense que ça fait partie du pouvoir de la télé. Donc à partir du moment où on pénètre sur ce plateau, avec ces caméras et tout ça, et qu'on dit, vous allez jouer, que les gens se rendent compte que c'est extrêmement violent. On entend des cris, il faut le dire, voilà. On entend des cris. C'est limite soutenable. La personne réclame qu'on arrête. Voilà. Enfin, voilà. Et donc les gens voilà, mais non, c'est pas possible, c'est un jeu. C'est un jeu, voilà. Exactement. Donc, mais ça, c'est pour les déculpabiliser. Non, vous, c'est une procédure. Alors, il y en a pour qui dire que cette situation n'est pas vraie, consiste à nier l'évidence. Et Milgram avait la même chose. Il y avait 6% de gens qui le niaient aussi. Ça, c'est une façon de se dire... De toute façon, j'ai confiance en l'autorité, elle ne peut pas faire ça. Bon, on est encore dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Donc voilà. Quelqu'un dit oui, le jeu, on ne peut pas aller jusqu'à la mort. Et y a oui. Alors voilà, c'est ça, l'idée du jeu fait qu'il n'y a plus de frontières entre ce qui est vrai et pas vrai. Ce qui ne se produit pas chez Milgram. Dans l'éducation de science, personne ne se demande ça. Voilà. Et vous, alors quand vous regardez cette émission-là, parce que vraiment la question qu'on se pose, elle est bête, elle est primaire. Comment, le genre humain peut aller jusque-là? C'est une question aussi stupide que ça. Ce dont on parle, c'est d'un effet de système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que la personne est retirée de son univers habituel. Elle est retirée de l'ensemble des gens avec lesquels elle a l'habitude de discuter de ses dilemmes moraux, la famille, les amis, etc. Donc elle est seule face à elle-même, seule face à un dispositif qui l'enferme et qui la met dans une situation où elle ne peut résister qu'en faisant appel à ses propres ressources psychiques, à ses propres ressources morales. Et donc là, on voit qu'effectivement, c'est assez terrifiant, il faut bien le reconnaître. C'est seul contre tous, quoi, un peu. Oui, c'est seul contre tous, et puis seul contre tous dans un univers hostile, dans un univers que je ne connais pas, et dont je ne connais pas les règles du jeu. Alors, il y a une manière de se rassurer qui consiste à dire, mais ça, c'est un cas extrême. D'ailleurs, bon, on peut dire, si jamais une chaîne de télé annonçait un jeu comme celui-là, dès le lendemain, elle serait traînée dans la boue par les médias, les gens adhéreraient à
à cette critique et on ferait un sondage d'opinion, on obtiendrait pratiquement les chiffres inverses attendez, du résultat. On voit dans le temps de cerveau disponible des expériences de télévision, pas des expériences, des émissions de télévision anglaises, et je pense Anatomy for Beginners ou bien Fears, qui sont insensés en France. Alors est-ce qu'on va y venir? Non. Écoutez, Fear Factor est diffusé sur la TNT. Et ce qui se passe en ce moment sur la TNT me paraît extrêmement inquiétant. Parce que là, on a des diffuseurs qui se battent, non pas pour avoir la population française, mais pour avoir 1 ou 2%. Donc, le trash, il est faisable. Deuxièmement, il faut quand même voir cette évolution des programmes. Elle est à partir du moment où, dans les années 80, on a mis en scène l'intime, on s'est rendu compte que chaque transgression était porteuse. Mais c'était psycho, c'était gentil, j'allais presque dire. C'était gentil, mais tout d'un coup, on mettait en scène quelque chose d'indécent. Enfin, je veux dire, des gens se mettent à parler devant tout le monde de leurs problèmes de sexualité, etc. Et cette exhibition-là nous transforme ipso facto en voyeurs. Et à partir du moment où on n'est plus dans la distance, mais dans la mise en scène pulsionnelle, alors toutes les dérives deviennent possibles. Mais on parle de la télévision, mais on ne parle pas d'Internet. Oui, mais aujourd'hui, Internet, c'est la télévision en pire. Actuellement, pour ce qui est l'accès à... Je sais pas. Jean-Louis Messica, votre sentiment? Non, c'est pas... Je réfute complètement la formulation de la télévision empire, parce que d'abord, Internet, ce n'est pas la télévision. Non, pas que. Il n'y a pas de fédération d'audience sur Internet, etc. Sur le pulsionnel. Sur le pulsionnel, oui. C'est-à-dire que ce que vous avez sur Internet et qui n'existe pas à la télévision, c'est que vous avez ce qu'on appelle les contenus produits par les internautes qui peuvent être épouvantables. Et ça, on le sait. Je veux dire, on sait que, par exemple, il y avait une émission sur MTV qui s'appelait Jackass. Et qui montrait des chutes, des trucs. Bon, on sait que sur Internet, des gamins se sont mis à imiter cela, avec des risques considérables, avec des accidents dont certains ont été des accidents extrêmement graves. Mais Jean-Louis Messica, est-ce que c'est pas la question, puisque c'est un public beaucoup plus jeune, qui même a abandonné la télévision souvent? Oui, mais en même temps, Internet est un lieu qui permet aussi de démystifier certaines choses, qui permet de critiquer. C'est-à-dire que le web est pour moi un outil dans lequel il est tout à fait possible de constituer des communautés qui peuvent réfléchir ensemble et qui donc peuvent prendre leur distance. Je reprends mon exemple de tout à l'heure de cet individu livré seul à ce jeu télévisé épouvantable. Bon, si on est sur le web, une communauté peut se constituer et le soutenir et lui dire non, ne fais pas ça, ça va pas. Donc on est quand même dans les univers. Mais naturellement, je veux dire, on sait très bien que Internet a été utilisé, y compris d'ailleurs par les terroristes, pour montrer des décapitations, qui elles étaient bien réelles. Et donc on voit bien que l'épouvantable, l'épouvante, la terreur sur Internet, ça existe. Mais Christophe Nick, Jean-Louis Messica, là où on en est, le pire est devant nous? Moi, je ne suis pas devin. Moi, j'arrête pas de me dire, depuis qu'on a fait ça, est-ce que finalement, derrière cette expérience, au-delà de la télé, on n'est pas aussi obligé de se dire qu'il y a un niveau d'obéissance aujourd'hui, c'est important, qui est peut-être monté. Ça, c'est inclus dans nos réflexions. Il n'est pas impossible contrairement à ce qu'on croyait. Vous dites, Christophe Nick, en gros, que les rebelles, ce n'est qu'une forme d'obéissance. La rébellion... c'est le paradoxe. C'est-à-dire que moi, alors, franchement, ayant eu une adolescence un peu punk et tout, voilà, il faut aussi se dire qu'être punk, bien rebelle, tout ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen d'aller le lendemain matin à l'usine. Et que d'avoir une trousse à l'école avec le tché dessus... Bon, bah, le tché, c'est l'image du gamin qui va apprendre ses leçons. Donc on est dans des paradoxes fous. Et notre capacité à l'éducation, la famille, quelles sont les institutions? Le rebelle est minoritaire presque par définition, par construction. Ils sont toujours. Voilà, je veux dire, voilà, les sociétés sont normatives presque par construction. Ce qui est vraiment préoccupant, ou en tout cas qui interpelle quand on regarde cette émission, c'est à quel point, jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire, grosso modo, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, bon, ça suffit comme ça, à un moment où ça reste encore raisonnable, quoi. Voilà, on se rend compte qu'ils sont pris dans un système, ils sont coincés, en quelque sorte, et on voit bien, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien comment se construisent des sociétés totalitaires. Parce qu'à partir du moment où l'autorité devient perverse et généralise son pouvoir, eh bien, elle est capable de faire ce genre de choses à une société entière. Votre sociologue dit que c'est une dictature tranquille. C'est ce qu'elle fait. C'est un totalitarisme doux, parce qu'au moins, il nous tape pas sur la gueule. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison. On voit ce processus d'escalade d'engagement. C'est-à-dire, on vient... Une partie, il y a un bon tiers des candidats, quand ils découvrent la règle, ils sont... Oui.
Bon, et il y en a une qui le dit clairement dans le film. Il dit, écoutez, moi je suis venu pour vous aider, donc je vais le faire. Mais franchement, c'est choquant votre film. C'est choquant votre principe. Bon, et elle le dit comme ça. Et donc elles arrivent, et puis après c'est, allez, 20 volts. Bon, il n'y a pas de cri et tout. Alors, 40. Et puis, donc cette escalade-là fait que vous êtes pris dans quelque chose. Et au moment où l'acteur vous dit « stop, stop, j'arrête », c'est presque trop tard. C'est de se sortir de cette escalade. Donc les mécanismes qui nous rendent obéissants sont absolument fascinants à décrypter, parce que ça nous servira tous les jours. Je veux vraiment insister là-dessus. Ces 80 personnes qui ont subi cette expérience, ce ne sont pas des gens à part. Non, non. C'est nous. Et je pense que là, dans cette salle, 80% des gens seraient allés au bout. Donc là, il y a les 9 rebelles aussi qu'il y a donc dans votre émission. Votre conclusion, qu'est-ce qu'on a à espérer, qu'est-ce qu'on a à craindre de cette télévision, très rapidement, en matière de conclusion? Je voudrais recommander chaudement aux téléspectateurs de regarder ce programme. Parce que c'est 17-18 mars, il faut être devant son écran. Qui, malgré le fait que ce soit un jeu de télé-réalité, ça rend intelligent, ce qui prouve d'ailleurs. Il y a aussi cette analyse. Le temps de cerveau disponible est également une analyse. Et puis, je dirais qu'il ne faut pas se focaliser trop sur la télévision, ses effets, etc. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce que c'est que la soumission à l'autorité. Oui. Et je pense que c'est un grand film sur la soumission à l'autorité, et plutôt qu'un film sur les dérapages et les dérives de la télé-réalité. Et d'un certain point de vue, c'est la partie que moi, en tout cas personnellement, m'a le plus intéressé dans ce film. Et c'est ce qui fait le plus réfléchir. Parce que là, ça vous prend aux tripes, vous prenez un coup de poing dans l'estomac et vous vous dites, mais comment c'est possible une chose pareille, voilà. Et donc la réflexion commence à partir du moment où vous avez pris ce coup de poing dans l'estomac. Ce coup de poing dans l'estomac, c'est vous qui le donnez, Christophe Nick. Alors si on veut avoir, j'allais dire, un coup de poing à l'estomac prolongé, vous lisez donc L'expérience extrême, le livre du documentaire, où l'analyse va bien au-delà simplement de ces documentaires qui sont déjà très édifiants. Et on lira avec vous, Jean-Louis Misica, la fin de la télévision. Ce n'est pas la fin de la télévision, mais c'est la fin de ce débat. Je vous remercie, messieurs. Merci à vous. Merci à vous.